Yannick Jadot, le candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, est l'invité d'Europe Matin. Mathieu Bock-Côté nous a rejoint. Bonjour Mathieu. Bonjour. Yannick Jadot, on va prolonger l'entretien avec vous. On va parler de là où vous situez le curseur, le barycentre de votre campagne, parce qu'on a l'impression que ça a un petit peu bougé ces dernières semaines. On parlera aussi peut-être de l'envie de primaire aussi d'une partie des militants verts. Il y a une tribune qui circule, qui a rencontré un certain succès, et on voit des signatures de verts, notamment de célèbres, qui l'ont rejoint. On a déjà pas mal abordé la question de la primaire. Oui, mais je voudrais... Non, mais... Si on peut parler de ce qui intéresse les Françaises et les Français. Justement, les grandes propositions que vous portez, notamment sur le logement, puisque vous vous êtes exprimé en profondeur sur ce thème-là, mais peut-être continuons d'explorer la situation politique. Mathieu Bock-Côté avait des questions à vous poser, notamment vis-à-vis de la droite. Je vous laisse démarrer, Mathieu. Alors, la droite a réussi à imposer relativement ses thèmes ces derniers temps. Vous l'affirmiez récemment. Éric Zemmour, Marine Le Pen, et vous dites Valérie Pécresse elle-même serait extérieure à la droite républicaine aujourd'hui. C'est un de vos propos. Ça fait environ 50% de l'électorat. Est-ce que 50% des Français aujourd'hui sont extérieurs aux valeurs républicaines? Je crois pas. Je crois que les Françaises et les Français sont très inquiets. On a ce qu'on appelle une crise de l'avenir. C'est-à-dire que on voit les jeunes pour 2/3, ce qu'on appelle l'éco-anxiété, c'est-à-dire l'angoisse absolue du chaos climatique qui pourrait venir si on n'agit pas, de l'effondrement de la biodiversité. Vous savez que pour beaucoup de parents aujourd'hui, ils considèrent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Ce sont des ruptures dans l'histoire de l'humanité, de considérer que les enfants, ça va être plus difficile. Les pandémies, les crises financières, les attentats terroristes. Bref, il y a une crise de l'angoisse. Dans ce moment-là, vous avez deux options politiques majeures. La première option politique, c'est de trouver des boucs émissaires. C'est au fond de dire les Arabes, les musulmans à la mer. On s'en débarrasse. Il y a des responsables de tous nos problèmes. C'est pas ça la politique. Pour moi, la politique, c'est d'apporter des solutions. Et dans ce moment-là, dans cette campagne électorale-là, vous avez celles et ceux qui portent des pulsions mortifères. Celles et ceux qui portent des pulsions de haine, d'enfermement. Eh bien, moi, je serai dans cette campagne présidentielle celui qui porte, avec les écologistes, avec les progressistes, des pulsions de vie, des pulsions de fraternité, des pulsions d'entraide et des pulsions d'innovation. Le business du déclin. Le business du déclin, c'est certainement rentable pour un certain nombre de candidats. Ça peut pas être une ambition pour la France. Certains vous diraient probablement que vous n'avez pas le monopole du cœur et de l'humanité pour faire un clin d'œil à un ancien président de la République, mais permettez-moi d'insister. Vous dites que les Républicains sont à l'extérieur du périmètre, les LR sont à l'extérieur du périmètre républicain aujourd'hui. J'insiste vraiment, ça fait à peu près 50% des Français. Oui. Vous vous permettez de donner des brevets de républicanisme ou non? C'est quand même assez étonnant. Mais c'est quoi la République, monsieur? Je vous pose la question plutôt puisque vous semblez considérer que certains sont extérieurs à la République. La République, c'est pas un musée. La République, c'est pas une commémoration. La démocratie, c'est pas seulement 50% des Français. La démocratie, la citoyenneté, c'est pas une langue morte qu'il faut figer, ou même il faut réécrire le passé. La République, la démocratie, la citoyenneté, liberté, égalité, fraternité, c'est une langue vivante. Ce sont, comme disait Jaurès, des actes de courage et d'audace. On est toujours en conquête de liberté. Moi, je porte un projet d'émancipation individuelle et collective. Mais quand vous avez une partie de la droite qui commence à dire... Français sur 2 est étranger aujourd'hui aux valeurs républicaines. Mais non, je viens de vous dire que non. Je veux vous dire... Mais attendez le débat. Je viens de vous dire qu'il y en a qui instrumentalisent et qui manipulent ces angoisses en leur disant il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir, c'est ça que dit une partie de la droite et de l'extrême droite. Il n'y a pas d'avenir pour notre pays, sinon de se réfugier dans un passé fantasmé. Pour moi, le passé, le monde d'avant, il est magnifique quand on parle de gastronomie, quand on parle d'avoir une gare qui nous permet d'aller au boulot ou de voyager à côté de chez soi, quand on avait un médecin de famille qui n'était pas à 1 heure et à 3 mois pour avoir un rendez-vous, mais à 1 quart d'heure et à 3 jours. Ça, ce passé-là, pour moi, il est très fort. Moi, je suis un amoureux des terroirs de notre pays, y compris quand les terroirs, c'est les lieux de vie. Un quartier, ça peut être un terroir, c'est pas simplement une zone rurale où on fait un bon fromage, un bon vin, comme on en parlait tout à l'heure. Moi, ce que je veux, c'est réconcilier les Français avec leur avenir. Si on évite le chaos climatique en agissant, si on évite l'effondrement de la biodiversité, on crée de l'emploi. On crée de l'emploi là où on vit, sur la sobriété, la fin du gaspillage, sur les énergies renouvelables. On parlait du logement, sur l'isolation des logements. Vous vous rendez compte que, selon les derniers rapports officiels, vous avez 10% des Français
qui, dans notre pays, sont obligés d'aller au Resto du Cœur ou dans une association pour avoir un colis alimentaire. Vous avez presque plus de Français qui souffrent de précarité énergétique. Et on a les solutions. Et ben moi, je veux qu'on mette en œuvre les solutions plutôt que de foutre la trouille et de dire au fond, il y a 10-15% de la population de notre pays, parce que elle a une couleur de peau qui n'est pas blanche, parce qu'ils n'ont pas le bon prénom. Et ben tout cela, faut les virer et ça résoudra tous nos problèmes. Je saisis la perche que vous nous tendez à propos justement du financement de votre programme, à propos du pouvoir d'achat. Je trouve que dans l'ensemble, vous avez le chéquier facile quand même, parce que vous proposez, parmi les propositions que vous faites, un chèque énergie de 400 € à 16 millions de Français. C'est 6,4 milliards cette simple mesure. Vous avez proposé... C'était 400 € aux 5,8 millions de familles qui bénéficient déjà du chèque énergie et 100 € à 15 millions supplémentaires. C'était ça, ma proposition. Bon, ça fait un peu moins cher. Vous proposez pour l'Europe de quasiment tripler l'enveloppe du Green New Deal, de le passer de 750 milliards à 2 milliards. C'est de l'emprunt. Mais comment financez-vous tout ça? C'est de l'emprunt, ça s'appelle la BCE. Mais vous savez, vous avez raison. C'est l'argent magique. Non, mais attendez, non, c'est l'argent magique. Non, c'est de l'argent comme aujourd'hui les États-Unis, comme les grandes puissances aujourd'hui utilisent. Aujourd'hui, vous refinancez votre dette à 0%. Vous refinancez votre dette à 0%. Donc on parle de potentielles difficultés sur la dette à 50, 60 ans, mais en les refinançant en permanence à 0%. Mais vous savez que c'est peut-être pas éternel, ça. Attendez. La dette climatique, on va pas la rembourser. Aujourd'hui, si on n'agit pas dans les 5 ans qui viennent, on va aller vers des zones de turbulence qui vont profondément modifier toutes nos vies. On est déjà impacté, on l'a vu cet été. Les méga-feux, les inondations, les canicules, les sécheresses, on l'a déjà vu. Nos paysans souffrent déjà de ça. Bon. Et on a un effondrement, ou en tout cas une sorte de nos services publics qui sont à bout de souffle. Reconnaissez qu'aujourd'hui l'urgence, c'est d'investir sur l'école, c'est pas de faire des économies, c'est d'investir sur l'hôpital, ça n'est pas de faire des économies, je le disais tout à l'heure. Dans nos hôpitaux en France, on a une infirmière, un infirmier pour 12 à 14 malades. Il nous faut réduire ce taux par 2. Parce que nous mettons en danger les malades et vous avez des infirmières et des infirmières qui n'en peuvent plus, Yannick Jadot, qui démissionnent. on va poursuivre sur ces sujets. Ce que je veux dire, c'est que c'est ça l'urgence. On ne va pas cramer sous le chaos climatique. On ne va pas avoir Zemmour parce qu'on aura détruit toutes les solidarités dans notre pays, simplement parce qu'on a la trouille de notre dette Yannick à 50 Jadot, à 60 ans. les solidarités, c'est aussi la protection évidemment des femmes, de leurs droits et de leur intégrité. Votre campagne chez les Verts est bousculée par les révélations sur Nicolas Hulot. En fait, la question est de savoir qui ne savait pas sur son comportement envers les femmes. Les révélations se poursuivent. Hier, il y a eu une plainte pour des faits de viol d'une plaignante quand elle était mineure. Qui ne savait pas? C'était en quelle année, Madame Mabrouk? Il y a quelques années. Voilà. Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça change? À la gravité des faits. Ah, mais si, ça, si vous savez, nous, et vous savez les décisions que j'ai prises, moi je serai intraitable sur les violences faites aux femmes. Vous savez que mon projet, c'est 1 milliard d'euros pour faire en sorte qu'on ait une police et une justice spécialisée. Vous savez que 4 femmes sur 10 victimes de violences conjugales. Je le sais, monsieur Hulot. Violences physiques ou ne savait pas sur le comportement violences sexuelles. 4 femmes sur 10 ne trouvent pas un hébergement d'urgence pour se protéger. Donc c'est mettre les moyens sur ce sujet-là. Quand vous parlez de Nicolas Hulot à l'époque, quand il y a ce viol, il sort de France Inter. Les viols dont on parle, c'est l'animateur de TF1 avec PPDA. Qui ne savait pas? Mais écoutez, moi je pose la question aussi. Qui savait, qui ne savait pas? Je n'ai pas... Oui, vous savez que Nicolas Hulot... Vous êtes en train de dire que dans certains médias, on savait et on n'a pas dit? Ce que je veux dire, c'est que nous devons... Moi, je ne savais pas. Franchement, on savait, les rumeurs qui circulaient, c'était les infidélités, l'adultère, c'est sa vie privée. L'adultère, les infidélités, c'est entre personnes consentantes. Les viols, c'est inacceptable. Mais ce que je veux dire, c'est que des PPDA, des Nicolas Hulot, il y en a partout. Il y en a peut-être dans l'épicerie en bas de chez vous. Il y en a dans les chaînes de radio. Il y en a dans les partis politiques. Oui, mais à chacun de faire le ménage dans ce cas-là. Eh bien, écoutez, nous sommes le seul parti politique qui avons totalement libéré la parole des femmes. Elles s'expriment et c'est une extraordinaire avancée. Et nous avons mis en place les dispositifs pour sanctionner quand il y a des violences sexistes ou sexuelles. Eh bien, j'aimerais que ce soit partout.
J'aimerais que ce soit dans tous les partis politiques. J'aimerais que ce soit dans chaque entreprise. Que collectivement, on en arrête avec la tolérance, la complaisance vis-à-vis de tous les PPDA, de tous les Nicolas Hulot qui aujourd'hui abîment des vies, détruisent des vies et passent à l'acte sur des violences sexuelles qui sont parfaitement intolérables. Je l'ai dit, nous mettrons les moyens pour que nous sortions de... il y aura zéro impunité sur les violences sexuelles. Je précise que la justice doit trancher cela aussi, évidemment, au bout de Mais vous vous course. rendez compte, Madame Mabrouk, vous n'avez pas été choquée par les propos du président de la République quand il parle d'inquisition médiatique? J'allais vous poser la question juste après la pause. Je trouve ça profondément choquant. Décidément, rappelons que c'est une tribune dans le Monde hier. Décidément, Emmanuel Macron n'est pas du bon côté de l'histoire sur trop de sujets. Sur ce sujet-là, alors que vous avez des journalistes qui font un travail d'investigation, vous avez des femmes incroyablement courageuses qui, face caméra, racontent des viols ou des tentatives de viol, racontent leur souffrance. Et vous avez un président de la République qui parle d'inquisition médiatique après avoir organisé dans son gouvernement la protection de Nicolas Hulot. Mais on peut rappeler qu'il y a une justice pour cela. On comprend mieux pourquoi la grande cause du quinquennat sur les violences faites aux femmes ne se traduit pas en actes par ce gouvernement. Merci Yannick Jadot. On marque une très courte pause. L'entretien se poursuit dans un instant sur Europe 1.